Salut à tous les amis, je suis en train de faire le montage de ce podcast. Vu qu'il va durer environ 48 minutes, si vous marchez en même temps que vous écoutez ce podcast, vous allez pouvoir faire quasiment 5000 pas, et ça, c'est pas négligeable. Salut Fares, salut Benji, Salut. bienvenue à tous les deux pour ce nouveau format de podcast où on retrouve un petit peu le cabinet et on va pouvoir parler avec du nouveau matériel, un petit peu plus de qualité, on upgrade un petit peu. Aujourd'hui, on reçoit Fares, 29 ans, carrossier, sportif, que je vais laisser se présenter un petit peu plus en détail. Et puis c'est parti. Écoutez, Briançon Fares, j'ai 29 ans. Et voilà, ça fait 9 ans que je fais du sport. Donc j'ai attaqué par la musculation, jeune. Et voilà, après j'ai un peu mitigé avec de la course à pied pour compléter. Et des hauts et des bas. Voilà. De toute manière, on rentrera un petit peu plus dans les détails au fur et à mesure. C'est ça. Donc déjà, bienvenue à toi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et puis, allez, let's go, hein, petite conversation entre potes, on y va. Donc pour animer un petit peu cette conversation, on a fait une petite trame, quelques petites questions. Déjà, pourquoi la salle? Est-ce que tu vas à la salle déjà? Et quelles sont tes motivations pour y aller si tu y vas? Alors la salle, j'avais attaqué parce que je supportais plus mon corps jeune. Je me trouvais trop flasque. Et c'était bien pour l'estime de soi. Vu que j'avais pas vraiment confiance en moi. C'était un de mes plus gros points faibles. Ça Ok. m'a permis à remonter la pente là-dessus, quoi. Tu la sentais. Ok. Et du coup, cette estime de soi, tu l'as eu à partir de quel âge? Est-ce que c'était vraiment dans ta phase d'adolescence? Et est-ce que tu as eu un petit peu des mentors ou des exemples qui t'ont boosté à te diriger vers la salle? Comment t'as procédé pour potentiellement faire tes premières séances? Qu'est-ce qui t'a permis d'avoir tes premières connaissances pour savoir un petit peu comment tu allais t'entraîner? Est-ce que c'était un peu en mode freestyle au départ? Est-ce que tu as fait ta propre expérience? Voilà, si tu veux nous en dire un petit peu plus. Bien sûr. En fait, c'est Geoffrey, donc un de mes meilleurs amis, qui s'était lancé un peu. Il était fan de bodybuilding. Voilà, il adorait le body. Et donc, en fait, il m'a poussé, quoi. Donc, il m'a dit, viens essayer la salle. Donc, ça s'est joué le premier mois. J'étais pas trop chaud, quoi. Puis, en fait, j'ai vite pris goût. Et ça a fini avec que j'ai rencontré du monde sur place, donc tous les vétérans. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'entraide. On a une salle qui est très conviviale. Et ça a fait que j'ai adhéré. Et ça, c'était il y a combien de temps à peu près? 9 ans et demi. 9 ans et demi. Donc là, ça fait presque 10 ans que tu vas à la salle C'est régulièrement. C'est ça. Ça a été pas vraiment régulier. Je suis comme tout le monde, j'ai envie de dire. Enfin, comme beaucoup. Par contre, j'ai attaqué par du lourd. Donc ma première année. Et la deuxième année, j'ai attaqué à m'aiguiser. Je faisais moins de lourd. Et c'était plus pour l'endurance en fait. Parce que mon corps s'était habitué à faire du lourd. Ok. Et j'ai vu que je devenais plus pâteau, moins agile. Et donc c'est là où j'ai attaqué à varier mes entraînements. Et surtout à m'entraîner avec d'autres personnes en fait. J'avais plus que mon gym bro, comme on dit. Donc j'ai attaqué à changer et à tourner avec du monde. Et c'est ça qui m'a un peu affûté dans tous les sens. Et pour rebondir, ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes qui nous écoutent ou alors aux Fares d'il y a 10 ans, potentiellement si tu as fait des erreurs ou les conseils que tu pourrais donner? Voilà, est-ce qu'il y a des choses qui te viennent un petit peu en tête pour les jeunes qui nous écoutent, ou toi, si on aurait pu te donner des petites trames ou des petites stratégies à mettre en place à tes débuts il y a 10 ans, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre? De la musculation intelligente. Moins aller à la salle pour pousser, vraiment écrire ses plannings, une chose que j'ai jamais fait finalement. Parce que maintenant ils sont écrits dans ma tête, quoi. Mais pour le début, vraiment écrire ses plannings et faire attention à la balance, à cet équilibre en fait. Voilà, pour éviter le surentraînement, les surfatigues, le stress. Parce que trop d'entraînement, ça crée un stress en fait. Le corps, il a besoin de récupération, quoi. Et la récupération, c'est pas forcément rester à la maison. On peut aller à la salle, mais on peut récupérer à la salle aussi, quoi. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis, et puis potentiellement on est un peu tous passés par là quand on commence la salle ou le sport de manière générale. On a l'impression un peu qu'on est invincible
et que le but du jeu, pour être le meilleur possible, c'est de s'entraîner. Si on pouvait s'entraîner 24/7, 7 jours sur 7, on le ferait. Et ce que tu dis, c'est qu'après, derrière, on voit soit on peut se blesser, soit on va pas bien récupérer. En fait, on n'optimise pas. Et puis, une chose que tu as soulevée qui est super importante, c'est le système nerveux. Et après, on crée une fatigue. Et puis, c'est difficile après de garder sa discipline sur le long terme. Si sans arrêt, tu es fatigué physiquement et nerveusement, tu vas pas t'y retrouver parce que le but, c'est d'avoir un équilibre avec ta vie privée aussi. Donc je pense que c'est good que tu aies apporté ça pour les jeunes qui nous écoutent. Clairement. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive encore à aller à la salle? Pour garder ma rigueur et m'enlever de la zone de confort quotidienne Ouais. et arriver à rester efficace et agile, quoi. Je veux pas perdre parce que je le vois avec les années quand même qu'on change. La trentaine approche. La trentaine approche dans 8 mois. Donc oui, c'est vachement important et il faut se pousser. Parce qu'une fois qu'on y est, en fait, le pas en vie, il n'existe plus, quoi. Bon, on en parlait la semaine dernière où justement moi je suis rentré du taf. Je suis passé par la maison avant de retourner à la salle. Putain, pour repartir c'était chaud quoi. Mais bon, après une fois qu'on y est à la salle, on est bien, on est content d'être là. C'est ça. C'est bon, on a rempli le contrat. Mais c'est vrai que quand t'as le stade où tu rentres du taf, tu rentres à la maison, et avant de repartir, comme t'as l'habitude de sortir du taf, aller à la salle et ensuite rentrer chez toi, Ah, c'est là dans le mindset. c'est le mindset. Et par contre, une fois que tu y es à la salle, tu te dis ouais, je suis un guerrier. C'est ça. C'est ça, puis surtout tu te sens mieux. Moi je trouve que c'est... Comment expliquer ça? C'est inexplicable cette sensation que tu as quand t'as pas envie de faire une chose et que tu le fais et que finalement tu te sens bête. C'est inexplicable ce sentiment de... Parce que ton cerveau il se questionne pas là-dessus finalement. Une fois que tu l'as fait, il se dit pas bon plus tard je vais me bouger direct parce que la question elle se repose. Et finalement comme dans beaucoup de choses. Et surtout pour le sport. Ouais, mais du coup, est-ce que le sport amène pas un mental pour tout le reste? Si, complètement. Moi je suis pour ça. Parce que pour moi, il n'y a pas de raison que si on se forge pas un mental pour le sport, on peut pas se forcer un mental pour l'entrepreneuriat ou tout ça, quoi. Oui, parce que ce que les gens savent pas, c'est qu'il y a pas longtemps, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat solo, Bien sûr. que tu passais donc du salariat à l'entreprise, et C'est un autre monde. l'autre entreprise, et là pour le coup, le mindset, C'est un autre monde et puis surtout, il y a une prise de conscience. On se situe différemment dans l'espace et vis-à-vis de tout ça en fait. Voilà, il n'y a pas que mon métier, finalement, dans l'entrepreneuriat, c'est large. Et en fait, je m'ouvre déjà une porte avec mon métier, mais je sais que je vais m'en ouvrir d'autres, en fait. Donc là, la salle, pour moi, elle est vraiment importante. Je sais que je peine quand je manque un entraînement, et puis là, je m'en veux. Parce que c'est déjà un moyen d'évasion. ouais, Parce que si je fais que travailler un 7 sur 7, et que je fais rien d'autre à côté, je vais devenir fou. ouais, Les c'est le termes sont risque. dits. Mm. Alors que si je travaille peut-être 6 sur 7, mais que toute la semaine je vais à la salle et régulièrement, mais même qu'une heure sans trop me surentraîner, déjà j'ai varié ma semaine. Et ça déjà ça n'a pas de prix finalement. Ah, bah, ça c'est clair. Et puis le fait de forcer, justement ça permet de pas rester une fois de plus dans la zone de confort. Et puis au travail je le sens de suite quoi. Je suis beaucoup plus efficace en allant au sport, Autant physiquement que mentalement. c'est clair. Mentalement surtout aussi, je pense. Ah bah c'est un apport non négligeable, hein. Du coup, en fait, on répond un peu aux questions juste dans la discussion, parce que après c'était comme pourquoi tu as commencé, tu nous l'as dit. Et qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui? Tu nous l'as dit aussi. Oui, bien sûr. Donc on va passer à la suite. Moi, je rebondirais juste sur l'estime de soi. Du coup, tu as parlé du fait que tu as commencé un petit peu pour l'estime de toi et la confiance en soi. Et ça, tu as beaucoup de personnes, de jeunes qui veulent se retrouver au travers de la musculation ou d'autres sports d'ailleurs pour se montrer des choses à soi-même. Est-ce que toi, aujourd'hui, sur cet aspect-là, tu te sens complètement épanoui ou tu veux continuer un petit peu à te challenger et si oui, sur quels aspects? Alors pour moi, on n'est jamais trop épanoui. Et surtout, oui. Euh, Moi, de ce que j'ai compris vis-à-vis de moi, je me challenge moins qu'avant. Avant, c'était chaque séance un challenge. Maintenant, c'est beaucoup de séances de maintien. Il y a des séances où je vais forcer un peu plus. Mais souvent, par exemple, je me mets sur le vélo et j'essaie de me matraquer les jambes pendant 1 heure. Et je sais que ça va être long. Mais à chaque fois, pendant 7 heures, tous les quarts d'heure à peu près, je me dis hop, je vais faire une accélération, je vais attaquer à faire des fractionnés, même que je suis sur un vélo.
je vais arriver à me challenger 4 fois dans la même séance quand je fais un truc comme ça. Parce que finalement, je suis plus habitué à faire ça. Et je trouve ça vachement intéressant. Mais moi, ce que je peux conseiller pour les jeunes, n'attaquez pas de suite par du lourd, faites du renforcement, vraiment. Et challengez-vous sur tout ce qui est la pliométrie et tout ça, quoi. Parce que l'équilibre de son propre corps, c'est vachement important. Faut déjà se stabiliser, pour moi, je pense, avant d'attaquer à trop forcer, quoi. Ouais, c'est un très bon sujet qu'on pourrait développer, mais oui, comme tu l'as évoqué, la pliométrie ou alors la mobilité. Bien sûr, la Nous mobilité. également, on avait fait un épisode sur les muscles profonds et les muscles posturaux. Et je pense que ça, c'est très bien ce que tu as évoqué pour les jeunes, et même pour les moins jeunes qui n'en ont pas encore conscience, ou alors des fois, tu peux avoir des personnes qui en ont conscience, mais qui ne l'ont pas encore intégré, et qui disent oui, il faudrait que je fasse un peu ceci ou un peu cela. Et ça serait peut-être meilleur sur la longévité pour mon corps, au lieu de toujours vouloir aller dans ses retranchements et pousser lourd comme tu l'as évoqué. Ouais, j'ai envie de te dire, bosse sur tes articulations aussi un petit peu et même essaye de varier au plus comme Fares l'a dit, je pense que c'était un bon point qu'il a souligné. Et du coup, si vous deviez un petit peu expliquer la pliométrie, pour ceux qui ne savent pas. Vas-y, Ben. Ouais, la pliométrie, pour faire simple, c'est juste à partir du moment où tu fais des petits jumps, donc tu décolles sur place. Déjà, ça, c'est de la pliométrie. Donc ça sera le niveau 1. Mais à partir du moment où tu fais des petits jumps et que tu fais des petits rebonds sur toi-même, ça, c'est déjà de la pliométrie. Et donc, après, au fur et à mesure, tu peux avoir de la pliométrie avec surbox, avec du matériel, sans matériel. Et puis après, tout simplement, au fur et à mesure, tu peux passer sur de la pliométrie en course à pied. Après, tu peux avoir des phénomènes aussi de contraction avec de l'isométrie ou quoi. C'est pas le sujet du podcast, mais voilà, la pliométrie, c'est déjà connaître son corps dans l'espace, comme tu l'avais évoqué, avoir son équilibre. Et après à partir de là, arriver à faire des jumps soit en bilatéral, donc les deux jambes en même temps, soit en unilatéral. Et je pense que c'est bien de confirmer ça au fur et à mesure parce que je pense que pour la plupart des personnes, et notamment j'ai l'impression qu'on a un petit peu la même vision des choses, c'est qu'on souhaite perdurer dans le sport le plus longtemps possible. Et donc ça, c'est un aspect non négligeable. Entièrement. Ok, merci. Merci pour cette explication. Et moi, ça apporte déjà quelques conseils pour effectivement être endurant dans le sport, parce qu'on connaît tous des gens où on est tous passés par des phases où on a rushé à mort à se péter sans forcément aller à la blessure, et puis arriver un mois, 2 mois, 3 mois, un ras-le-bol et rater une séance, 2, et 3, et 10, et puis en fait reprendre qu'un an ou jamais reprendre. Donc ça, c'est important aussi, parce que la plupart du temps, on se fait pas forcément accompagner et on y va trop fort, trop lourd. Et donc, ouais, c'est super important ce que tu dis. Et du coup, si les personnes nous écoutent, se posent la question, juste penser à quelque chose de simple, pas forcément dès le départ vous faire accompagner ou quoi, mais juste un peu ce que Fares disait, c'est ton volume d'entraînement, il faut qu'il soit cohérent. Donc il faut qu'il soit cohérent aussi à ton rythme de vie et potentiellement à ton travail. Si tu as un travail qui est physique ou moins physique, déjà il faut le prendre en considération. Voilà, faut prendre en considération aussi ta phase de sommeil à l'instant T, ta phase de nutrition, est-ce que tu t'alimentes bien ou pas sur les semaines qui sont en cours. Et en fonction de cela, tu répartis plus ou moins ton volume d'entraînement. Mais le but, c'est de durer, comme tu le disais, c'est de durer sur plusieurs semaines. Donc des fois, il vaut mieux y aller que 2 fois et bien répartir ton volume. Mais par contre, y aller très très régulièrement et toute l'année que voilà, arriver à potentiellement un surentraînement nerveux ou physique et faire un burn-out. Et après, tu dois réparer soit des tissus, soit un nerveux. Et après, par contre, tu mets longtemps à revenir. Ou ça peut même, si tu es jeune et que tu débutes, te dégoûter. Et puis après, finir le sport et les impacts positifs que ça peut avoir derrière. totalement. Du coup, on reprend un peu le fil de nos questions. À l'heure actuelle, comment est-ce que tu sélectionnes tes exercices? Pourquoi tu sélectionnes comme ça? Et où tu vas chercher les informations pour façonner, faire évoluer tes séances? Alors, pour moi, les informations, je vais les chercher dans mes connaissances. C'est-à-dire avec toutes les phases que j'ai connues à travers toutes ces années de muscu. Donc avant, je faisais beaucoup de muscu, je faisais de l'enduro et je courais. Donc déjà avant, j'étais beaucoup plus svelte, enfin je parle de mon parcours, hein. Donc déjà, je m'appréciais plus comme ça, mais j'avais moins de force. Donc j'étais moins massif. Voilà. Mais par contre, beaucoup plus endurant et j'étais beaucoup axé sur la pliométrie. Après, j'ai eu une période où j'ai arrêté vraiment la muscu. Je suis tombé, bon, c'est la vie. 1 an et demi, 2 ans.
Voilà, ça a été super dur. Du coup, ben, j'ai pris les hanches, j'ai arrêté la course à pied. Et donc là, maintenant, mes entraînements, je les sélectionne ben, pour resculpter mon corps comme j'ai envie. Parce que finalement, la vie, c'est une courbe. Donc là, je vais être plus sur des entraînements. Je vais focus les jambes. Ça va être 2 fois par semaine, les jambes. Pas forcément les bras. Ça va être surtout les pecs et le dos. Mais toujours avec des séries de 12 en général et moins de charge. Je vais moins viser la charge. Plus viser un cardio qui est haut finalement et moins de charge. Mais c'est comme ça que j'arrive, voilà, c'est comme ça que j'arrive à voir mes entraînements. Ok. Comment j'arrive à procéder, quoi. Donc en gros, là, le but, ça va être de renforcer ton dos pour qu'il tienne dans ton activité au quotidien. C'est ça. Et en même temps, pas prendre trop de masse, mais en avoir suffisamment pour avoir ta force. C'est ça. Et puis comme je disais, vu que je tenais un peu à repère des hanches et que je focus beaucoup les jambes, surtout à étirer mon dos pour m'élargir d'en haut, reprendre mes épaules et le bas justement, ben, perdre des hanches justement en gagnant toute cette mobilité, faire les jambes, quoi. Ok. Voilà comment je vois mon corps. Ok. Après on parle de morphologie, on rentre dans un autre sujet. Et du coup, par rapport à la mobilité, est-ce que du coup tes espaces capsulaires ou tes articulations, est-ce que tu vois qu'elles ont évolué, que ça soit positif ou moins positif depuis tes débuts? Est-ce que tu vois une différence entre le Fares qui commence la musculation il y a 10 ans, donc quand il est tout juste majeur, et le Fares d'aujourd'hui? Oui, oui, je la vois la différence, bien sûr. Il y a des choses que je peux faire que j'étais pas capable avant, ça c'est clair. Par contre, les articulations, elles se sont usées quand même, je le vois aux mains, par exemple. Donc, au niveau des mains, je le vois, par exemple, si je fais un développé couché à la barre, je vais avoir mal. Avec les années, quoi. Je vois ça en usure, par contre, sans regarder le mauvais, si on regarde le bon, c'est Action Man, quoi. Ça n'a rien à voir avec il y en a avant. Ok, donc tu aurais plutôt tendance à dire que c'est allé en s'améliorant. Oui, bien sûr. Ok, c'est gratifiant et moi je te félicite pour ça. Et puis aussi ça montre qu'avoir de la longévité aussi ça a du sens. Et que souvent, voilà, tu as fait ta petite introduction en parlant de bodybuilding et souvent on associe ça à des personnes qui sont un peu narcissiques et qui vont être un peu égoïstes, mais en fait autour de ça, déjà je pense que tu n'as plus la même vision un peu comme tu l'as expliqué par rapport au départ. Et puis après c'est surtout c'est avoir une harmonie avec son corps et puis voilà aussi avec son état d'esprit, son âme. Et du coup tout ça pour rebondir aussi sur le fait, tu as évoqué des passages où tu étais moins bien, sans forcément rentrer dans les détails, mais est-ce que tu as envie un petit peu de prôner comment tu t'en es sorti et qu'est-ce que tu as mis en place, pas que au travers du sport, mais un peu dans ton mode de vie, ou est-ce que tu aurais des petits conseils à apporter là-dessus? Bien sûr. Déjà, j'essaie d'être plus focus sur le sport. Donc, toujours pareil, à se forcer, même quand tu fais de l'huile, que tu n'y arrives pas, faut y aller. Comme ce qu'on disait avec Roger. Et ensuite, la deuxième chose, ça a été au réveil, direct. Un truc qui m'a été essentiel pour aller bien, c'était une fois que je prenais mon café, je sortais dehors immédiatement. Et le fait de prendre le froid au réveil, ben en fait, ça te fige. Sauf qu'une fois au réveil, quand le froid te fige, tes muscles ils vont tous se mettre en action. Sauf que c'est tout relié au cerveau. Donc le système nerveux, ni plus ni moins, ça m'a forcé à me bouger de bon matin. Et qu'il y a un moment que j'arrivais plus à bouger. Voilà. Enfin, moi, de ce que j'ai vu, de mon vécu, quoi. Si je réponds bien à ta question. Oui, mais c'est ça, est-ce que tu avais mis des choses en place pour un peu te permettre de sortir de cette phase de moins bien, parce que là, on en revient peut-être à des personnes qui nous écoutent, et puis nous, on peut passer par là, où on a des phases où on n'est pas bien du tout. Bien sûr. Et si on peut apporter des petites choses que potentiellement des gens peuvent essayer, après je pense qu'il y a une multitude de choses, mais c'est bien d'avoir un petit peu évoqué ça. Est-ce que toi, tu aurais des petits conseils à donner? Après, en fait, ça c'est un peu le principe de la douche froide du matin. C'est vraiment se réveiller les muscles tout de suite pour envoyer saturer nerveusement en fait tout le corps pour dire au cerveau là faut se réveiller, faut se bouger. Après ça peut être au niveau vraiment psychologique de se répéter des choses positives le matin, en fait
de passer sur de l'inconscient et de rappeler verbalement à son inconscient qu'on est capable, qu'on peut faire les choses et qu'on doit faire les choses. Et qu'en gros, la vie, c'est un pas devant l'autre et on avance, on n'a pas le choix. C'est ça. Et j'ai un voisin, l'autre fois je discutais avec lui, il m'a dit une phrase que j'ai beaucoup aimée. Il m'a dit: on avancera toujours plus loin en faisant un pas tous les jours que si on reste assis. C'est clair. Et en fait, ça résume tout. Si tu restes assis sur ta chaise, tu n'avances pas. Alors que tu fais ne serait-ce qu'un pas tous les jours, au bout de 10 ans, tu auras fait des kilomètres. Voilà, je trouvais cette phrase, je trouvais que ça clôturait bien. En parlant de kilomètres, est-ce que toi, nous c'est le titre du podcast et c'est ce qu'on prône, le nombre de fameux, le nombre de steps qu'on fait dans nos journées. Est-ce que toi c'est un élément que tu traques ou pas du tout? Franchement, pas du tout. Bientôt. Ouais, mais c'est clair, c'est clair. Je suis pas fermé d'esprit. C'est vrai que moi je le fais vraiment sérieusement depuis quelques mois et ça change vraiment tout, quoi. J'ai vraiment vu une évolution, là ça fait plus de 3 mois et d'expérience c'est une évolution sur mon métabolisme, sur mon mindset qui est folle. Juste l'objectif il est pas non plus très très haut, il est à 9500 quotidien, donc je suis même en dessous des recommandations de 10 000 pas de l'ARS et au final la plupart du temps j'en fais plus parce que je me force à aller marcher, parce que par exemple j'ai fait 5000, 6000, 7000 pas dans la journée, le soir hop je pars marcher, mais du coup une fois que j'atteins mes 9005 il faut que je rentre chez moi, donc c'est 1500, 2000 pas de plus et au final on s'est plus sur une moyenne de 11 000 avec un objectif à 9005, mais en fait sur la shape ça se voit pas encore forcément, mais par contre sur l'énergie au quotidien, le tonus au quotidien, c'est vraiment comme un médicament, quoi. C'est un truc de fou. Parce que ça force la discipline. Ça force la discipline et en fait, alors ça Benji pourrait un peu plus le développer que moi, mais ça va vraiment mettre en route ton métabolisme et ça va le forcer à préparer l'énergie tout le temps. Du coup, il brûle tout le temps un petit peu d'énergie et il est tout le temps en mode de toute façon il va y avoir de l'activité, donc il faut que j'ai de l'énergie prête à être disponible. C'est ça. Et du coup, je pense que j'ai bien résumé ce que tu m'avais expliqué. Oui, puis je pense qu'il n'y a pas besoin d'apporter plus d'explications, dans le sens où là, moi je sais que c'est validé. Parce que voilà, pour la petite anecdote, il est obligé de m'envoyer son petit set tous les jours. Et donc c'est validé depuis plus de 3 mois et tu l'as très bien décrit en fait. Tu l'as très bien décrit et tu as une énergie encore plus débordante. Tu avais une grosse énergie et là elle est encore plus débordante. Et puis comme tu me l'as évoqué, au niveau de ton mindset, ton énergie et puis au fur et à mesure ça va se voir au niveau de ta composition corporelle aussi. Donc non, c'est smart. Continue, c'est smart. Voilà, donc histoire de vous convaincre un peu tous, allez faire les fameux. Et si en nous écoutant, c'est encore mieux. Du coup, on enchaîne un petit peu. Est-ce que tu as des stratégies alimentaires? Bon, les fameux, du coup, non, tu viens d'y répondre. Mais est-ce que tu as des stratégies alimentaires qui sont liées à ton activité sportive? Alors, ma stratégie alimentaire, en ce moment, j'essaie de me rationner. Parce que j'ai pris un appétit phénoménal que j'avais pas avant. Voilà, bon, j'ai arrêté de fumer aussi. Ça, déjà, ça joue beaucoup. Et bon, aussi mon fils. Ça a été aussi une bonne raison, je pense, de mon ankylosement, on va dire. Mais sinon, au niveau stratégie alimentaire, oui, je mange beaucoup de viande, peut-être un peu trop. Voilà. Plutôt viande rouge, plutôt viande blanche, ce qu'il y a. Les deux, un prédateur, quoi. Malheureusement. Le viandard. Ah, mais c'est ça, c'est que je suis obligé de me rationner. Donc déjà, là, j'ai même diminué la taille de mes assiettes. Ok. Voilà. Donc j'ai dit, bon, t'as une assiette plus petite, elle sera remplie, elle me paraîtra toujours pareil. Plus remplie, finalement. Donc mon cerveau, ça lui a fait un effet placebo, en fait. J'ai réussi à descendre mon alimentation facilement, en fait, juste avec une simple assiette. Ok, bonne stratégie. Ouais. Et je le vois, j'ai direct perdu des hanches. Pourtant, j'ai une grosse dépense calorique, mais mon métabolisme, il change comme tout le monde, en fait. La trentaine approche. C'est ça, la trentaine. Et puis après, je dirais la quarantaine. Et là, ce sera autre chose encore. Faire ces fameux. Ah, c'est ça. Il n'y aura pas le choix. Déjà, je marche pas mal par jour. Je compte pas mes pas, mais moi, j'ai un métier quand même où tu piétines, en fait. Donc, du coup, automatiquement... Ouais, mais du coup, le piétinage, c'est pas la même chose. Non. C'est que... moi, tu vois, je pense que tu le sais, mais je donne des cours à pas mal de professionnels de santé.
Et en fait, ils me disent tous, bah oui, les professionnels de santé, ils font 15-20 000 pas par jour. Mais en fait, ils font 15-20 000 pas de piétinage. Ah oui, ça Et a en rien à fait, ça voir. compte pas. C'est Ça vrai. compte pas pour les pas, ça compte pas pour le métabolisme et ça compte pas pour le mental. Parce qu'il n'y a pas cette discipline de je vais faire tant de pas, je vais aller marcher. Et surtout, moi, ce que je leur dis, c'est ça vous permet d'aller prendre du temps pour vous. Obligatoirement. On vit dans une société, dans une vie où en fait, on est tout le temps saturé d'informations, on est tout le temps stimulé, on est tout le temps en train de faire quelque chose, mais on est tout le temps en train de faire quelque chose pour les autres. Les seuls moments où on prend du temps pour nous, c'est sur nos téléphones. Et en fait, c'est vraiment pas la bonne activité pour s'occuper le cerveau, pour Non. prendre du temps pour soi. C'est du passif et on C'est- s'abrutit plus qu'autre chose. C'est de la paresse. C'est de la paresse totale. Et après, je suis le premier à le faire, hein. Mais, et encore que je le fais beaucoup moins maintenant, je regarde mes vidéos YouTube quand je vais marcher. Mais du coup, c'est vrai que c'est. En fait, quelqu'un qui piétine 15 000 pas par jour, ça va être moins efficace que quelqu'un qui va marcher 3 000 pas vraiment par jour, quoi. C'est ça. Donc, donc oui, tu marches beaucoup, mais du coup, si tu piétines, C'est peut-être ça vaut le Mais coup de. c'est bien que tu le soulignes parce que du coup, j'arrive toujours pas à me rebouger, à aller courir. Et ça, j'ai du mal encore. Alors moi, je te conseillerais plus d'aller marcher que d'aller courir. Parce qu'aller courir pour les articulations et tout, c'est pas fou. Ben, enfin, pour ma part, j'adorais, c'est le fait surtout le défilement du paysage déjà. Ouais. Et puis j'ai l'impression que quand je fais, parce que moi je faisais que des montées et des descentes. Donc surtout quand je faisais mes descentes, c'est là où je me régalais parce que j'avais l'impression soit d'être en moto, soit en VTT. Donc en fait je me régalais, j'avais tourné la chose pour que ça devienne une addiction en fait. Hmm. Est-ce que tu retrouverais pas la même chose en vélo de route, qui serait moins violent pour tes articulations, moins violent pour ton cœur, et en même temps que tu aurais ce pic d'adrénaline Peut-être, mais j'ai peur de plus retrouver ça en fait. Mais parce que j'ai pas essayé. C'est toujours pareil en fait, tant qu'on essaye pas, on saura pas. Parce que sinon je fais du VTT enduro aussi. Ouais. Mais le truc c'est que ça me demande trop de discipline, ce sport, pour arriver à prendre du plaisir en fait. Sinon il me faudrait un VTT électrique. Ouais. Voilà. Alors que Big vélo up de route. à tous ceux qui ont des VTT électriques parce que franchement c'est le top. Mais sinon un VTT enduro c'est vraiment dur de s'y tenir. Puis ça demande de la technique. C'est ça. Mais surtout ça demande le cœur quoi. Et je l'ai plus quoi. Surtout pour faire ce que je faisais, oui, c'est super dur quoi. Puis c'est ingrat, c'est comme tout finalement, c'est comme la muscu, hein. Ça revient au perf de la musculation. Ah bah de toute façon, quel que soit le sport, à partir du moment où tu cherches de la perf. C'est ça. Mais du coup, ouais. J'ai Pour le des coup, objectifs de noter qu'il va falloir les cocher les cases. c'est ça. Mais du coup, les objectifs atteignables. C'est ça, Ça, c'est important. c'est clair. Et du coup, vu qu'on parle d'objectifs, de manière générale, dans le sport, dans l'entrepreneuriat, dans un petit peu tout, c'est quoi tes objectifs un petit peu pour 2025? Bon, alors dans l'entrepreneuriat, je dirais pas, voilà. J'ai prévu de faire un meilleur chiffre d'affaires, comme beaucoup, hein, que grand bien me fasse. Et dans le sport, alors j'aimerais bien remaigrir, devenir aiguisé comme je souhaite, voilà, parce que j'ai une forte estime de moi-même, quoi. Je veux dire, j'ai besoin d'être comme je veux être. Pour moi, c'est très important. C'est la maison dans laquelle j'habite, c'est mon corps en premier lieu. Et surtout, le deuxième objectif, c'est reprendre la course à pied. Voilà. Et j'espère. Et trouver le temps aussi pour moi et pour profiter de la vie. Ok, chouette, bon, ben, on te souhaite tout ça. Mhm. Tout à l'heure, tu as évoqué ton petit fiston. Est-ce que tu prônes certaines valeurs envers lui? Et si oui, est-ce que tu peux nous partager un petit peu ça, un petit peu ta vision de l'éducation, de qu'est-ce que tu souhaites mettre en place Hum, c'est vrai qu'à y réfléchir, déjà le partage. Déjà, c'est vraiment un truc important. Et surtout, mon fils qui soit dans plusieurs activités, quoi. Je veux qu'il ait un max de mobilité. Bon, puis après, l'éducation, ça, voilà. C'est pas nouveau. Mais c'est surtout ça, quoi. Surtout beaucoup d'activités, une grande mobilité, et puis une éducation, de manière, il a le cadre qu'il faut. Et voilà. Ça va surtout être. Je vais miser ça, je veux qu'un gamin il fasse du vélo, quoi. Voilà. Ok, on lui souhaite le meilleur. Ouais. Et enfin, la dernière question. En quoi le sport t'a aidé dans les moments difficiles de ta vie? Justement, il m'a aidé à faire face.
Donc, plus précisément à me bouger. Donc, je sais pas si j'en avais parlé tout à l'heure ou pas. Le matin, au réveil, une douche froide. Faut commencer sa journée par faire une chose qu'on n'a pas forcément envie de faire, enfin, que notre corps veut pas. Donc, ça va être une douche froide. On boit un café et on sort de suite dehors, on prend l'air. Faut que le vent vienne caresser le cerveau et que la machine se mette en route, quoi. Ouais, c'est vraiment stimuler le nerveux. Se stimuler, se forcer. Et puis après, voilà, comme ce que je venais de dire, ben, ça aide à faire face dans la vie de tous les jours. L'estime de soi-même, la confiance, et j'en passe. Est-ce qu'à l'intérieur de la musculation ou du sport de manière générale, est-ce que toi ça l'a déjà fait? Moi je parle là à titre personnel, mais que tu es dans ta séance et potentiellement en amont t'avais, je sais pas, des idées un peu noires ou des idées où t'étais pas forcément bien dans ton mindset dans ta journée et au travers de ta séance t'arrives à mettre tout ça de côté. Alors oui, pendant le début de la séance, tu l'as pas forcément mis de côté. Tu as toujours cette petite appréhension de je vais pas arriver à passer à autre chose, tu vas rester dans le négatif, tu vas marmonner quoi. Et en fait, ça se débloque. Dès que les portes de l'endorphine elles se mettent à claquer parce que tu t'es bien entraîné, ben justement là, c'est derrière toi en fait. C'est derrière toi, puis tu vas justement, une fois de plus, arriver à faire face à la situation. Inconsciemment, ça se fait tout seul en fait, grâce au sport ou à plusieurs activités de la vie. Mais nous c'est un peu ce qu'on disait une fois hein, qu'on en discutait, c'est qu'au travers du sport ou quand tu fais tes fameux, ben des fois t'es moins bien avant et puis après pendant t'arrives à trop lâcher. Si t'as des gens qui sont anxieux, ben, ils sont moins stressés, moins anxieux après. Et voilà, je voulais avoir un petit peu ton retour d'expérience par rapport à ça. Et du coup, est-ce que tu as d'autres activités que la musculation? Oui, bien sûr. Alors, en sport, Au sport ou autre? bon, en sport, voilà, je faisais de l'enduro, bon, j'ai un peu mis de côté. Sinon, la course à pied, le vélo, la pêche, voilà. Ok. Donc, je sais pas si j'en avais parlé tout à l'heure, mais la pêche au carnassier, du coup, au leurre. Donc, avec mes deux coéquipiers de sport, donc Geoffrey et Clément. Voilà. Donc, c'est nos activités principales et justement, ça nous sort de l'axe musculation. On va dire que la pêche est passée devant parce que c'est ce côté partager le moment à plusieurs et être dehors. Et puis, ça fait marcher nos autres sens, quoi. C'est un complément. Total, l'aspect cognitif. Et du coup, est-ce que tu aurais des petits conseils pour les gens qui veulent s'initier à la pêche ou alors qui sont déjà un petit peu pratiquants? C'est quoi ton retour d'expérience toi par rapport à ça? Euh, S'initier à la pêche, oui. Ben, mon retour que j'ai là-dessus, ça va être d'aller se renseigner déjà sur Internet. Et puis d'y mettre. Tout le monde, je veux dire, a un petit lac à côté de chez lui, ou peut essayer. Et puis forcément, il y a un moment où ça va se débloquer. C'est soit on adhère pas, mais en général, il y a de grandes chances qu'on adhère, quoi. La pêche, ça a toujours été le petit loisir, on va dire, de monsieur tout le monde. Pas besoin vraiment, comme dans tout, de forcer dans la discipline. Mais juste à en faire un loisir, c'est clair que c'est un bon moment. Ça peut être autour d'un pique-nique, ça peut être comme nous, les traqueurs de poissons, enfin, voilà quoi, ça peut être sur plein de choses. Et le conseil que j'ai à donner, c'est déjà d'y aller à deux, de partager un moment à deux, d'avoir cette lumière descendante. Donc le soir, ça va être le coup du soir, ou le coup du matin, la lumière montante. Lumière, c'est là où ça se passe pour les poissons en général. Donc voilà. Et quelles sont un petit peu les différentes pratiques et quelles sont toi les pratiques que tu fais quand tu vas pêcher? Alors, les différentes pratiques, bon, il y a la pêche à l'appât naturel, donc ceux qui pêchent au posé, comme en mer par exemple, ou dans nos lacs en eau douce, ça va être la pêche à la carpe, au gardon, à tout ça. Et nous, ça va être axé vraiment sur la traque, la pêche au leurre. Voilà, donc le power fishing, on appelle ça. Nous, on prospecte sur nos embarcations pour déclencher les attaques. Et nous, c'est tant de prospection, c'est des heures de prospection pour nous, le moment qui est la jouissance pour nous, ça va être la touche. Ça va être cette fraction de seconde où on se fait attaquer, où ça nous met en éveil tous nos sens et puis on se fait surprendre, quoi. Et ça pour nous, c'est cette sensation, on s'en passera pas, quoi.
Ouais, des heures de prospection pour quelques secondes pour déclencher le combat. C'est ça, Et un après- combat qui dure pas forcément longtemps, hein. Ouais. Mais il y a toujours, c'est quelque chose de fou, quoi. Franchement, Et en termes de volume et de diamètre, ça serait quoi ton record? alors en brochet, 90 centimètres, je suis pas allé au mètre. Pas encore. Pas encore, c'est ça. Sinon, il y a des poissons improbables qu'on fait, ça m'est eu arrivé. Mais sinon, oui, ça va être ouais, 80 centimètres, un gros brochet dans un eau-lac à Mison, c'est mon plus gros. Voilà. C'était cette année que ça s'est passé, c'était un moment improbable. On a toujours su qu'il y avait des petits poissons là-bas, enfin, on a toujours fait on appelle ça des sifflets, voilà, donc ça fait entre 50 et 60 centimètres. Voilà, il y a une poutre qui est tombée de 90. Voilà. Donc ça arrive. Ok, et est-ce que du coup vous vous challengez un petit peu par rapport à ça ou c'est pas un véritable objectif? Alors nous, l'objectif, c'est d'avoir de la touche et des actions en fait. Voilà, c'est surtout ça. On n'y va pas vraiment pour la taille ou ça, c'est vraiment du plus. Nous, on y va pour dire on a fait une bonne session. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est pas faire capot. Voilà. Le capot, c'est le truc, bon, une fois, deux fois, trois fois. Nous, on aime bien rentrer à la maison, sentir le mucus, sentir le poisson, quoi. C'est surtout ça qu'on regarde. Puis les sorties entre collègues, c'est surtout ça. Ça nous enlève de la zone de confort. Qu'il pleuve ou qu'il fasse pas beau, on est quand même sur l'eau, quoi. Et du coup, est-ce que c'est des moments où ça peut un petit peu tirer vu que tu es dans la nature, t'as pas de distraction, potentiellement t'as pas de téléphone, t'as pas de musique. Est-ce que c'est un moment où tu peux être en état de un petit peu méditatif? Oui, bien sûr, l'inconscient, il tourne, finalement. L'inconscient, il tourne toujours parce que on pense toujours quand même un peu au boulot ou à ce qu'on a à faire pour construire nos foyers, nos maisons, tout ça. Mais par contre, ça aide justement à revenir plus fort quand on rentre chez nous, en fait. Ouais, ça permet vraiment de poser l'esprit. C'est ça. C'est... Ça pose l'esprit et il faut manière pouvoir mettre les choses de côté. Et la pêche, ça discipline vachement parce qu'il y a souvent il y a du vent. Nous, c'est là où ça mord le mieux, c'est quand il y a du vent, en fait. Mm. Donc voilà, c'est surtout ça. Et on sait que là où ça mord le mieux aussi, c'est quand il pleut. Malheureusement, quand on est sur l'eau, ben voilà, hein. C'est pas les moments les plus agréables. Non, mais c'est les moments quand ça paye. Comme pour moi cette année, on est, c'est incroyable en fait. C'est incroyable ce que ça dégage comme sensation quand on a rentré un gros poisson dans les cuisettes et qu'il pleut, c'est le déluge. On y arrive quoi. Ouais, c'est un peu comme dans tout, hein, c'est dans les moments difficiles que ça paye le plus. C'est ça. C'est ça. Ben, si tu sors à chaque fois qu'il fait beau pour qu'il t'arrive de belles choses, finalement tes chances elles sont plus maigres que si tu sors plus souvent et que même quand il fait pas beau, c'est une leçon de vie pour moi ça. Et du coup, je fais un petit tremplin, mais est-ce qu'on peut revenir un peu plus précisément sur qu'est-ce qui t'a amené à passer du mode salarié au mode entrepreneuriat? Et quel est ton avis là-dessus? Est-ce que tu penses que ça peut être... hum, tout le monde peut tirer vers l'esprit entrepreneuriat ou il faut quand même avoir plutôt un mindset et un profil pour? Et voilà, expliquer un petit peu pourquoi toi t'es passé de l'un à l'autre. Alors pour ma part c'était compliqué parce que j'arrivais pas à m'autopsier. J'ai jamais apprécié les ordres et j'ai jamais voulu décevoir un supérieur. Donc déjà pour ma part ça a été ça et je comprenais pas pourquoi j'attaquais à parler comme un patron. Ça s'est fait tout seul en fait. Voilà, après ça peut venir de la famille aussi. Je sais que dans ma famille, à part ma mère qui est prof, sinon je veux dire mon grand-père ou mon oncle sont à leur compte. Voilà quoi. Même mon beau-père est entrepreneur. Enfin, pour moi c'est de famille et ça s'est fait comme ça. Après en étant ouvrier, c'est vrai que ça... Moi qui aime beaucoup la vie, en étant ouvrier, ma vie à un moment en fait elle se limitait. Je pouvais pas aller plus loin en fait. Et la pêche, moi, ça m'a par contre aidé à comprendre qu'est-ce qui était en train de m'arriver. J'avais besoin de beaucoup de solitude et d'aller m'isoler le soir, pas forcément avec mes partenaires, mais pour tenter de comprendre par le silence, essayer de comprendre ce qui m'arrive. Ok, intéressant. Mm. Est-ce que toi, tu as tes petits
moment aussi de méditation? Est-ce que c'est des choses que tu pratiques, le jet? Ouais, clairement, clairement, parce que bah, moi, un peu pareil, en fait, je suis très vite arrivé sur le libéral en santé parce que le travail en structure, ça me correspondait pas, euh, dans le sens où bah, déjà devoir rendre des comptes, alors j'ai rien contre le fait de devoir rendre des comptes, mais ne serait-ce que devoir prendre une heure pour ci ou pour ça, devoir faire un mail, demander à la direction de machin, et encore j'avais la chance de travailler dans une structure où je faisais un peu quand même ce que je voulais, mais participer au cancan des bruits de couloir d'équipe, ah ben j'ai entendu ça sur ça, machin, ben t'as vu, elle a fait ça c'est des choses qui me saoulent, parce qu'il n'y a rien de constructif dedans. Et surtout quand tu veux monter des projets, à chaque fois que tu veux faire un truc, ou que tu veux monter quelque chose, ou que tu veux juste modifier un truc pour améliorer les conditions de travail de tout le monde, ben en fait ça prend 6 mois, un an, ou voire ça se fait jamais, parce qu'il faut passer par X ou Y personnes. Et en fait, ça m'a saoulé. Et donc, je suis très vite arrivé sur le libéral. Par contre, bah, donc libéral en tant qu'entrepreneur, c'est un peu le même combat. Et c'est vrai que tu te retrouves avec, au lieu de gérer que ton boulot et ta phase technique de ton boulot, tu te retrouves à gérer tout ce qu'il y a autour. La facturation, la gestion client, la gestion personne, tes relations avec qui tu veux. Alors, c'est l'avantage d'être libre de travailler avec qui tu as envie, avec les clients que tu as envie. Mais d'un autre côté, bah, il faut arriver à gérer tout ça aussi, et c'est une charge mentale, je pense que tu vis la même chose que moi, qui est nettement supérieure au salariat. Et bah, pour supporter ça, oui, moi je médite aussi, soit le soir, soit souvent je me cale un temps, je me bloque un temps dans le emploi du temps entre midi et deux, et je me pose, je fais une petite sieste méditative de 10-15 minutes, et j'avoue que les jours où j'ai pas le temps de la faire, bah, elle me manque, quoi. Petit sujet d'actualité, est-ce qu'au travers de vos, vos tâches, vos missions au quotidien et au travers de votre travail, est-ce que vous avez tendance à utiliser l'IA ou vous l'utilisez pas forcément? Je m'en sers. Moi aussi. On est obligé. En fait, euh, dans beaucoup de métiers, bon, je vais parler par exemple pour le salariat, dans des métiers où tu as vraiment des grosses responsabilités, comme en tant qu'auto-entrepreneur, tu es obligé d'avoir cette attitude interrogative. Elle est vachement importante en fait. Donc tu es obligé de consulter en fait. Donc tu peux pas forcément demander les ficelles à tout le monde. Donc tu es obligé de toi aller tirer les ficelles à travers tous les moteurs de recherche. Et surtout le copilote. Il aide bien. Ouais, bah moi aussi, après l'IA, moi ça me sert surtout dans la rédaction, en fait, dans tous les écrits que je dois faire, ne serait-ce que pour corriger la syntaxe, les fautes d'orthographe, ou bah, quand on a des 4 5 6 7 8 10 pages à rédiger, on reste humain, et quand on est dans le rush, il y a des choses qui passent à travers. On fout notre texte qu'on a créé nous dans l'IA, et l'IA nous recorrige tout ça et vérifie l'orthographe, vérifie la syntaxe, nous corrige, et ça c'est quand même vachement pratique. Ou quand on a des gros bilans, quand j'ai des bilans à résumer, la rédaction de la synthèse, c'est pas l'IA qui l'a fait pour moi, mais en fait ça me fait gagner un temps fou, et c'est vachement pratique, et surtout le boulot est bien fait. Ça n'empêche pas qu'après il faut pas l'utiliser en mode je lui demande de faire et je surveille rien. C'est je crée la trame de base, je lui envoie, il me fait ce qu'il a à faire, et je revérifie tout et je recorrige ce qu'il y a besoin de faire. Mais par contre ça fait quand même gagner un temps fou, et c'est ultra utile aujourd'hui, c'est un outil magique aujourd'hui s'il est utilisé correctement. Après, voilà, on peut décaler sur les dangers qu'il y a dans l'éducation, etc. Mais pour discuter avec certains instituts ou certains profs qui s'arrachent un peu les cheveux avec ça, où les gamins font plus rien, et ils leur sortent tous des textes qui sont faits avec, enfin, les DM qui sont faits avec ChatGPT, là je trouve que l'outil est dangereux. Oui. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que quand c'est utilisé à bon escient, et qu'on lui demande pas de tout faire et de créer ses propres idées via l'IA, là c'est dangereux. Si on s'en sert pour améliorer la forme du fond qu'on crée nous, là c'est un outil magique. Et du coup, je voulais aussi rebondir sur le fait que du coup, tu sentais depuis un petit peu tout jeune, au travers de ton environnement, ton contexte et ton éducation, que tu allais tendre au fur et à mesure, tu t'en es aperçu vers l'entrepreneuriat. Euh, Est-ce que tu dissocies aussi le fait que potentiellement tu as la partie aussi investissement qui t'intéresserait, ou toi c'est vraiment l'entrepreneuriat? Et quand je dis voilà investissement, ça peut être de l'investissement
en crypto, en bourse, en immobilier ou autre. Est-ce que c'est des sujets qui t'intéressent? Si oui, est-ce que tu t'es déjà un petit peu intéressé? Dans quel secteur? Ou toi, c'est vraiment plus l'entrepreneuriat dans lequel tu te vois perdurer? Alors pour le moment, j'ai déjà la tête suffisamment pleine. Je cache pas que je me suis déjà intéressé à tout ce qui est crypto, parce que dans la vie tous les moyens sont bons. J'ai pas eu vraiment l'occasion de m'y pencher sérieusement, mais je pense que plus tard, il va falloir s'y mettre. Parce que le but de la vie pour moi maintenant, qui est toujours travaillé comme un forcené, il faut travailler intelligemment. Et ça fait partie des choses où il faut être intelligent finalement. Ok, donc toi, ouais, ça serait plus la partie crypto et la partie bourse ou immobilier, ça serait pas forcément ta priorité. Alors ce serait plus l'immobilier que la crypto. Ok. Voilà. Mais est-ce que c'est des choses vers lesquelles tu souhaites tendre? Ou là, toi, ton but dans les années à venir, c'est vraiment développer au max ta boîte et ça viendra vraiment dans un second temps? Alors c'est déjà développer ma boîte, mais aussi j'ai envie de me développer peut-être dans autre chose. Voilà, je m'intéresse à tout en fait. Je cherche vraiment chaussures à mon pied et toujours pareil. Les motivations, je cherche des choses constamment qui me passionnent en fait. Donc au fur et à mesure que je monte ma boîte, finalement je rencontre plein de choses qui me passionnent. Donc je sais pas vraiment de quoi demain sera fait. Et c'est ça qui est excitant, justement. Je me vois pas faire toute ma vie la même chose. Je pense pas que ça me corresponde. Et au travers de ta boîte, est-ce que si tu devais tirer la mission ou l'élément dans lequel tu es le plus épanoui, où tu prends le plus de plaisir, où tu es le plus à l'aise, où tu es le plus performant, et à contrario celui où si un jour tu peux déléguer, tu délèguerais? Oh oui, bien sûr. Je préfère la peinture que la carrosserie. Voilà. Il y a plus le côté artistique qui me plaît, le coup de main, que j'adore en fait. Et puis la peinture, c'est la finalité de mon métier. Donc je suis perfectionniste là-dessus. Voilà. Et après toute la partie du coup compta, suivi client, ça c'est des choses qui t'intéressent ou si un jour tu pourrais déléguer, tu délèguerais le plus rapidement possible? Non, ça m'intéresse. Je trouve que ça fait le charme de l'artisan de le faire. Franchement, ça m'intéresse. Ça m'intéresse et si j'ai quelque chose à déléguer, ce serait à la limite plus tard peut-être les préparations, la carrosserie au travers des tâcherons. Mais pour le moment, je fais tout de A à Z, vu que je me suis lancé il y a moins d'1 an. Donc pour le moment, c'est pas à l'heure actuelle. Ok, super, ouais, c'était pour avoir un petit peu ta vision. Merci d'avoir échangé là-dessus. Mais de rien. Mais du coup, on va pouvoir clôturer cet épisode. Fares, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci à vous. J'espère que tu as passé un bon moment. Impeccable. J'espère que nos auditeurs ont également passé un bon moment. Pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un like si vous avez kiffé. On vous mettra les réseaux de Fares si vous voulez voir un petit peu ce qu'il fait en carrosserie, notamment en peinture. Donnez-moi de la force. Et puis sinon, nous on vous dit à la prochaine pour un prochain épisode avec un autre invité. Bisous les soldats, bisous les soldates et à la prochaine. Bye.